Je m'appelle Philippe Guimand, je suis à la fois ingénieur et chercheur au CNRS. Je me suis fait reconnaître dans le domaine de l'intelligence artificielle à travers des créations d'entreprises et de composants de vision artificielle. Et plus récemment, j'ai fait quelques publications de physique théorique sur l'espace-temps et à la suite de quelques livres de vulgarisation grand public sur une théorie de l'espace-temps qui fait un lien entre la physique et la spiritualité. Résumé brièvement. Merci. Alors, vous êtes aussi intéressé à la question de la crise sanitaire, évidemment, comme beaucoup d'entre nous. Vous aviez écrit en septembre 2020 dans le magazine Nexus une sorte de déroulé en plusieurs étapes où vous disiez qu'on avait passé les étapes 1, 2 et 3 qui, je le rappelle, étaient confinement pour éviter l'infection, ensuite déconfinement pour éviter l'effondrement et ensuite masque obligatoire pour éviter le reconfinement. Et la Oui, quatrième étape qui n'était pas encore arrivée, c'était celle du vaccin obligatoire, si je ne m'abuse, pour sortir oui, qui avait l'air d'être une théorie complotiste à l'époque. Voilà. Voilà, justement, j'allais y venir, c'est-à-dire qu'après tout ce temps, les gens ont l'air de s'être quand même beaucoup habitués aux contraintes. Est-ce que vous pensez qu'on y est, ça y est, on en arrive à l'obligation? Est-ce que le reste des étapes que vous avez prévues sur l'avènement un peu d'une société de contrôle et de surveillance est en train de prendre corps? Alors, moi, j'ai pas dit que je croyais que ça allait se dérouler comme ça. J'ai dit que ce sont les étapes logiques par lesquelles il faut passer pour aller jusqu'au transhumanisme. Mais en fait, j'ai présenté ça comme une alerte, c'est-à-dire je ne pense pas forcément qu'on y va, mais par contre, si on ne prend pas conscience de ce que j'ai appelé cet escalier du transhumanisme, on risque d'y aller malgré tout. C'est-à-dire que rien n'est jamais déjà écrit. Ce que j'ai dit, ça s'inscrit dans une vision du futur avec deux futurs déjà réalisés en compétition, et on n'est jamais sûr que l'un va d'avance dominer sur l'autre. Donc, il était important que j'avertisse sur cet horizon du transhumanisme qui impliquait qu'on allait franchir différentes étapes qui consistent à marcher un escalier et jusqu'à l'interfaçage numérique de l'être humain. Mais j'ai aussi dit, et je l'ai écrit dans mon récent livre qui vient de sortir, Le grand virage de l'humanité, c'est qu'il y a, il y a plein de bugs dans cette affaire-là, il y a plein de défaillances, il y a plein de pannes, il y a plein de choses qui font que on ne va pas y aller. Bon, mais ça, c'est ma vision, ma croyance même, si vous voulez. Il n'empêche que j'ai quand même le devoir, en tant qu'ingénieur spécialisé en intelligence artificielle, qui pourrait même développer ce genre de technologie, d'autant plus que je précise au passage que je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui concerne l'identification numérique. Donc l'identification numérique, à partir de signaux complexes, d'images ou de n'importe quoi, c'est quelque chose que je connais très bien. Et donc je voyais gros comme une maison, si on peut dire, euh, les, les différentes phases par lesquelles il est nécessaire, je ne parle pas de complot, hein, je parle de quelque chose de naturel. À partir du moment où vous commencez à accepter que votre identité numérique se retrouve sur un cloud parce qu'on a besoin de contrôler si vous êtes sanitairement compatible avec le fait de pénétrer dans certains lieux, ça finit par se transformer en un traçage numérique qui sera vite exploité par le grand marché des objets connectés, puisque le grand marché des objets connectés, il a besoin de ça pour pouvoir exister, hein. Si on n'identifie pas numériquement une personne à chaque fois qu'elle passe à côté d'un objet connecté, les objets connectés, ils serviront à rien. Or ça, c'est un marché encore plus important, 10 à 20 fois plus important que le marché de la vaccination. C'est la raison pour laquelle ça intéresse Bill Gates et Mark Zuckerberg. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai- j'ai- j'aurais, si j'étais pas,
si j'étais resté à mon matérialisme d'antan, j'aurais l'obsession d'instrumentaliser chaque individu sur la planète avec un identifiant qui permet de savoir qui il est à chaque fois qu'il passe à côté d'un objet connecté. Quand je dis à côté, c'est quelques mètres. Avec la 5G, on n'aura pas besoin que le QR code soit approché d'une borne, hein. Ça va être complètement automatique. Donc, si vous voulez, ce traçage numérique, c'est le stade suivant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens acceptent que pour aller au restaurant, pour aller travailler, même pour conduire dans l'espace public, n'importe quel véhicule, pour entrer n'importe où, euh, ils puissent être identifiés numériquement afin de vérifier s'ils ont l'autorisation de passer là. À partir du moment où on accepte ça, on passe immédiatement dans le traçage numérique qui est prévu par le grand marché des objets connectés. Et ce traçage numérique offre la possibilité à une intelligence artificielle d'analyser tous vos comportements. Et c'est extrêmement intéressant pour un ingénieur de pouvoir le faire, sachant que, je vous donne un exemple, moi j'ai développé des applications qui, à partir d'un signal, simplement un signal qui est produit par c'est un instrument, un capteur, on est capable d'identifier le comportement de la personne qui émet ce signal. Donc, une intelligence humaine ne peut pas le faire, mais une intelligence artificielle peut le faire. Une intelligence humaine, un humain n'est pas capable de comprendre ce qu'un signal peut impliquer comme information. Nous, on a la vision, mais on n'a pas cette capacité de reconnaître à partir d'un signal. Mais une intelligence artificielle a cette capacité-là, et ça, personne ne le sait. Il faut être vraiment un spécialiste du secteur pour le comprendre. Donc, j'avais le devoir d'avertir de ça. C'est-à-dire que si vous êtes en train de manger, si vous êtes en train de faire l'amour, si vous êtes en train de faire du sport, si vous êtes en train de faire un sport très particulier ou même une activité très particulière, tout ça, ça génère des signatures numériques qu'il est possible d'identifier numériquement grâce à une intelligence artificielle. Je sais le faire, et c'est pour ça qu'il était important que je m'exprime là-dessus pour dire attention, il faut faire attention. Si on accepte de se faire tracer numériquement, ça va aller très loin. Et je Alors, précise que le traçage numérique actuel par nos portables n'est pas du traçage, parce que nos portables, ils sont capables de nous. D'abord, on n'est pas obligé de porter nos portables pour l'instant, hein, jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, le traçage GPS est extrêmement imprécis. C'est quelque chose qui varie dans le temps, entre 1 et 10 mètres. Ça n'a aucune résolution temporelle, aucune résolution spatiale. On ne peut rien faire avec. On ne peut pas identifier le comportement d'un individu à partir du traçage par GPS. Mais à partir du moment où on passe aux objets connectés et à la 5G, on va avoir systématiquement des triangulations qui vont permettre de vous localiser. Même si ce n'est pas une véritable localisation, ça va permettre de vous tracer parfaitement et d'identifier votre comportement. alors ça, c'est un des futurs possibles qu'on peut envisager. Tout à l'heure, vous expliquiez qu'il y avait des bugs dans la machine qui faisaient qu'on n'en serait peut-être pas là dans cette logique très un peu dystopique. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on n'en vient pas là et qu'on retrouve une certaine forme de raison par rapport à ça et pas une fuite en avant? S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, s'il n'y avait pas eu le Covid, etc., on allait naturellement vers tout ça, en un temps un peu plus long. C'est-à-dire que les objets connectés, le grand marché des objets connectés, c'est quelque chose qui est prévu depuis de longues années, qui a du mal à démarrer d'ailleurs, mais c'est tout à fait naturel. Il y a aussi une autre raison pour passer au traçage numérique, c'est la monnaie numérique qui a besoin d'une identification numérique forte. À l'heure actuelle, quand vous achetez quelque chose, que ce soit sur Internet ou dans un magasin, le sans contact, il est limité à un certain plafond parce qu'on n'est pas sûr que ce soit vous. Donc voilà, il faut faire attention. Et pour qu'on soit sûr que ce soit vous, par exemple, c'est quand vous prenez un billet de train
sur internet, bon ben OK, vous prenez le billet de train avec votre carte bleue, mais vous recevez un code par SMS en retour pour garantir que c'est bien vous, hein. Ça, c'est quelque chose qui est trop contraignant pour une nouvelle monnaie. On ne peut pas, nous imposer des choses aussi, une identification aussi faible, par son contact ou alors aussi exigeante par SMS en retour, pour imposer une nouvelle monnaie. Par contre, si chaque individu, a pris l'habitude d'être identifié, fortement, enfin fortement, c'est-à-dire avec un code qui assure que c'est bien vous, bah, à ce moment-là, on peut passer directement à une, nouvelle monnaie numérique qui va permettre de résoudre l'immense problème actuel de la haute finance, qui est que le dollar et l'euro ne valent plus rien virtuellement, puisque c'est la valeur est considérablement affaiblie à cause des planches à billets depuis 2008, etc. Enfin bon, je veux pas rentrer là-dedans. Moi, je suis pas un spécialiste de la finance, mais bon, tout le monde sait à peu près ça. Et donc, ce qui peut sauver la haute finance par rapport aux concurrences de toutes les autres nouvelles monnaies numériques, c'est une sorte d'imposition, d'un traçage numérique c'est-à-dire que vous portez sur vous un objet, que ce soit un QR code dans votre mobile, ça c'est au départ, parce qu'au départ, en plus, on ne va pas obliger les gens à avoir un mobile, donc on va leur permettre d'avoir un bout de papier comme pour les TGV, hein, qui imprime le QR code de manière à ce qu'ils puissent passer à certains endroits. Mais ensuite, à force d'habitude, tout ça, ça va se transformer au fait de porter sur soi un objet, que ce soit une bague, une montre, un bracelet ou n'importe quoi, dans la poche, dans le sac à main, qui va vous identifier. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus pratique pour payer, parce qu'on va pouvoir payer avec cet unique objet, parce que cet objet va garantir que c'est bien vous, et votre identité va se retrouver sur le cloud, dans un espace qui vous est réservé à vous et auquel n'auront accès que votre banque ou d'autres sociétés qui auront été autorisées à récupérer cette information, etc. Bon, enfin, c'est très compliqué, mais le mouvement, il est clair pour un ingénieur comme moi, le mouvement, il est clair. Le problème, c'est qu'après, si vous voulez, chaque technique ayant un défaut, il va falloir résoudre ce défaut par une nouvelle technique plus élaborée. Et donc, petit à petit, le QR code sera remplacé par l'objet que l'on porte sur soi. L'objet que l'on porte sur soi sera remplacé par un objet qui vous colle à la peau, si je puis dire. Et ça se terminera par la puce, voilà, la puce interne. Et bon, voilà. Et après, on est dans le transhumanisme. On entre automatiquement dans le transhumanisme. Et donc, si vous voulez, moi, je vois, mais de façon évidente, parce qu'en fait, si vous voulez, les technologies qui nous permettent d'aboutir à ça, d'abord, elles sont déjà là. Ensuite, elles sont très diversifiées, elles sont complexes. C'est même des technologies différentes, mais il y en a tellement qu'il va y avoir plein de stades intermédiaires qui font qu'on ne va pas voir la grosse marche. Il y aura plus. La seule grosse marche qui existe, c'est au début. Est-ce qu'on accepte l'identité numérique ou pas? Si on accepte l'identité numérique, c'est-à-dire que si on accepte de porter sur soi le moyen de nous identifier numériquement, après ça, il n'y a plus que des petites marches, c'est-à-dire complètement, on ne va jamais se rendre compte du danger, d'accord? Si on ne s'est pas rendu compte du danger au départ, on ne s'en rendra pas compte ensuite. Parce que les logiciels qui vont en plus développer tout un tas de moyens d'identifier votre comportement, ils ne vont pas apparaître tout de suite. Mais par contre, vous aurez accepté toutes les conditions pour qu'ils fonctionnent. Donc, vous ne pourrez pas imaginer que vous êtes en train de tomber dans un piège. D'accord? Parce qu'ils ne vont pas exister au départ, ces logiciels. Parce que pour que les ingénieurs les développent, il faut qu'ils aient en main la technologie. Là, je pense à moi en train d'essayer de développer un truc. Il faut qu'ils aient en main la technologie. Donc, il faut d'abord qu'ils aient en main la technologie. Et ça, il y a une myriade de possibilités de le faire et de passer ces différentes étapes. Lorsqu'ils auront en main la technologie, bon, on ne va pas avoir de problème puisque les applications
aliénantes vont pas surgir tout de suite. Simplement, quand, quand elles vont arriver, ce sera trop tard parce qu'on aura accepté la technologie sous-jacente. Et donc, ça, on sera pris dans un piège. Et pour ne pas être pris dans un piège, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de refuser l'identité numérique. Bon, alors je ne veux pas sombrer dans le complotisme, mais je suppose qu'il y a des ingénieurs sur la planète qui l'ont compris et que donc, bon, ils ne vont pas nous en avertir puisqu'ils considèrent que ce transhumanisme vers lequel on va, c'est quelque chose qui est bien dans leur vision à eux. C'est pas des personnes qui pensent que l'âme existe, c'est pas des personnes qui pensent que l'humain est différent d'une machine biologique, donc ils vont pas voir que quoi que ce soit de mauvais là-dedans, parce qu'ils sont pris dans un paradigme matérialiste qui fait qu'ils ne voient pas de soucis sous-jacents au fait d'accepter une identité numérique. Pour eux, ça leur paraît naturel. Mais pour moi, qui suis un physicien qui a compris que la conscience est autre chose que le cerveau, qui a compris que on ne vit pas dans une réalité qui est telle qu'on nous le dépeint dans le paradigme actuel et qu'on est en plein changement de paradigme, etc., je, je ne peux pas m'empêcher d'interpréter la crise actuelle comme étant le fait que, attention, on ne va plus vers ce futur transhumaniste, mais on va vers un nouveau futur où justement l'humain va prendre conscience de la véritable nature de la réalité hein, et de l'humain, de l'existence de l'âme, de l'existence de plein d'autres choses dont j'ose même pas vous parler. Et, et j'interprète ainsi la crise comme étant une résistance de l'ancien futur qui est en train de disparaître. Et c'est pour ça que c'est un mouvement accéléré, et que finalement, il y a une mise en lumière d'un programme qui, sans cela, serait arrivé naturellement sans qu'on le détecte. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vous décrire, c'était un mouvement tout à fait naturel contre lequel il n'y aurait pas eu d'opposition. Sauf que depuis que le virus est arrivé, ah ben finalement, tout le monde s'aperçoit qu'il y a comme une sorte de volonté mondialiste de nous emmener vers un Great Reset qui va être ensuite suivi du transhumanisme. Ça, c'est pas du complotisme. Ce sont les livres de Klaus Schwab, le patron du président Macron, si on peut dire, enfin, je simplifie, et de bien d'autres. Voilà. Euh, on voit très bien qu'il n'y a pas de complot là-dedans, puisque ce sont des choses qui sont écrites et qui sont prévues, qui sont discutées. Voilà, évidemment, les médias ne nous le retransmettent pas. Je ne sais même pas si les médias ont la compétence pour faire ce genre d'anticipation. Bon, voilà, enfin, j'essaye de résumer en quelques mots cette vision. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, je vous laisse me poser les questions là où j'ai pas. Non, non, c'est Vous voyez? parfaitement clair. Ce qu'on peut en interpréter, c'est qu'en gros, quelque part, certains ont vu ça comme une opportunité justement pour le Great Reset, alors qu'on peut aussi voir ça comme un mal pour un bien, puisque ça permet une prise de conscience par rapport à Voilà, quelque chose c'est vers lequel ça. on glissait. Je dis, c'est-à-dire qu'au lieu de cuire lentement comme des grenouilles, on est en train de cuire tellement rapidement qu'on se rend compte, grâce à la crise sanitaire, qu'on est obligé de sortir en dehors de la casserole parce qu'on cherche à nous imposer, via la vaccination, une identité numérique qui est le plus grand fléau que l'humanité puisse avoir, à laquelle l'humanité peut être confrontée. C'est-à-dire que, pour résumer, j'ai compris en tant qu'ingénieur spécialiste, en tant qu'ingénieur spécialisé dans l'intelligence artificielle et en plus dans l'identification numérique, j'ai compris qu'on avait un piège devant nous du fait que les applications qui vont nous transformer en esclaves, elles vont arriver après que nous ayons accepté ces technologies pour des raisons qui vont nous paraître acceptables. Mais ce sera trop tard au moment où ces logiciels, c'est-à-dire ces technologies plus élaborées de contrôle et d'identification du comportement, ce sera trop tard parce que tout sera là. Oui. Parce que euh, la technologie va se mettre en place au départ pour nous amener vers cette identification numérique qu'on porte sur soi tout le temps, avec plein de variantes. On va y voir que du feu. Enfin, on n'y aurait vu que du feu si. Hein. Euh,
et on tombe dans un piège. Le seul moyen d'éviter ce piège, c'est de refuser l'identité numérique. Et l'être humain refuse naturellement l'identité numérique parce qu'il ressent intuitivement que, voilà, attention, le fait d'être tracé, ça peut être dangereux. Donc, vous avez des médias qui vont dire: «Mais non, c'est pas dangereux puisqu'on utilise ça que pour vérifier que vous n'avez pas un problème sanitaire ou passer une frontière». Bien entendu, les médias vont passer leur temps à dire: mais non, on va pas vous identifier votre comportement, c'est du complotisme» et cetera, et ils vont toujours avoir l'air d'avoir raison parce qu'effectivement, les technologies qui vont vous identifier ne vont pas encore exister. Donc ils vont dire: «Ouais, mais c'est de la science-fiction, c'est pas vrai, ça n'arrivera jamais». Sauf que si on a mis en place toute la technologie pour que ça arrive, ce sera trop tard lorsque les logiciels vont arriver. On ne pourra pas revenir en arrière. Ça sera une trop grande aubaine pour, le le système de contrôle mondialisant qui veut aboutir à une monnaie unique, qui veut aboutir à un contrôle de chaque individu sur la planète. Alors on serait dans un paradigme de pensée où on ne confond pas l'homme avec une machine biologique, ce ne serait pas grave puisqu'on ferait attention à ne pas lorsqu'on instrumentalise ou lorsqu'on instrumente le corps humain, on fera attention à ne pas l'aliéner, on ferait attention à ne pas faire quoi que ce soit qui 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 empêche la connexion avec l'âme et cetera. Enfin bon, on ferait attention à l'humain, quoi. On serait capable de respecter l'humain, mais nous vivons dans un paradigme où on n'a pas compris la nature de l'humain. On n'a pas encore compris la nature de l'humain. Écoutez-moi bien, les grandes sociétés pharmaceutiques n'ont absolument rien compris au fonctionnement du corps humain. Écoutez-moi bien. Combien de fois il faut que je le répète ça? C'est une certitude que j'ai. Les grandes sociétés de la pharmacie, de la vaccination, et cetera, n'ont rien compris au fonctionnement du corps humain.